Aujourd'hui, ma réussite, c'est que moi, j'ai vu mes parents charbonner. Mmh. Et si tu veux, de voir où j'en suis aujourd'hui, c'était pas prévu, quoi, tu vois. Moi, à part la banlieue, d'où je venais, je connaissais pas grand-chose. Donc, je passe de Vitry à Porto. Il faut vite t'imprégner de la culture, t'intégrer. Et tu n'as pas droit à l'erreur. J'ai mis un terme à ma carrière vers 32-33 ans. Tu sais, quand tu as l'habitude de te réveiller tous les matins pour aller aux entraînements, faire ta petite sieste habituelle, avoir ton train-train, et que soudainement tout doit s'arrêter, il faut dire les termes, ça fait peur. Je me rappelle, une fois, il y a le père d'un joueur qui est venu me voir et il m'a dit, écoute Amadou, je voudrais que ce soit toi qui accompagne mon fils. Ça a été un déclic à partir de là. Le meilleur des apprentissages, c'est de travailler avec les jeunes. Les coulisses du foot pro, donc il sort chez Solar Edition Sport. Et je me suis totalement livré comme jamais et ça a été une expérience franchement extraordinaire. Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion et événementiel. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership. Mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prête, prêt à entrer dans le game ? Bonjour sur Focus Sportpreneur. Je suis ravie et j'ai l'honneur d'accueillir Amadou Conté. Bonjour. Salut Vanina, tu vas bien ? Oui, je veux bien et toi ? En tout cas, ça me fait très très plaisir d'être avec toi pour pouvoir échanger. Merci. Le plaisir est partagé en tout cas de passer ce moment-là d'échange. Est-ce que tu peux me dire quel est ton métier aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me définis comme un agent sportif, avant tout, conseiller sportif, mais le terme officiel, c'est agent intermédiaire FIFA, c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement de joueurs professionnels dans la gestion de leur carrière, de leur image et de leur parcours professionnel, tout simplement, quoi. Agent intermédiaire FIFA. J'ai regardé, j'ai fait mes petites recherches un peu, agent intermédiaire FIFA, pour te dire, j'ai cherché la définition exacte. Un agent est défini comme une personne physique disposant d'une licence de la FIFA, l'autorisant à fournir des services d'agent au nom d'un client, dans le but de conclure une transaction. Cette personne peut représenter des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des ligues centralisées, des associations membres. Et toi, tu as même été plus loin parce que tu parles d'accompagnement, et je voulais avoir justement ta définition d'un agent. C'est un petit peu tout ce que tu viens de dire. Après, tu gères aussi l'humain, tu gères bien plus qu'une simple carrière de footballeur. C'est assez large quand même. Après, il y a ce qui est dit officiellement, mais en vrai, le métier d'agent, il est très très complexe et très très large. Tu as raison de remettre l'humain au centre. Et surtout que toi, tu as un parcours, je vais pas dire particulier, mais tu es quand même un ancien joueur professionnel de foot pendant 10 ans. Et tu es parti à l'âge de 19 ans de chez toi pour entrer dans un club professionnel, le FC Porto, si je ne me trompe pas. Exact. Pour comprendre un peu tout ça, et avant même, parce que je ne l'ai pas dit, messieurs, dames, Amadou, tu vas sortir un livre. Là, on est en mai, si je ne me trompe pas, nous sommes le 6 mai. Il sort le 15 mai. Exact. Tu peux donner le nom de ton livre, s'il te plaît ? Les coulisses du foot pro. Donc, il sort chez Solar Edition Sport, donc le 15 mai, comme tu l'as dit. Et je me suis totalement livré comme jamais et ça a été une expérience franchement extraordinaire. Merci déjà pour le partage que tu as fait dans ce livre qui sort bientôt. Et merci aussi pour le partage que tu vas faire maintenant. Avant qu'on rentre un peu plus dans le livre, je voudrais bien que tu me dises, si tu devais me parler du jeune Amadou, de 19 ans avant d'aller à Porto, tu me dirais quoi ? Écoute, comme tu l'as dit, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle à 19 ans. Ensuite, j'ai un petit peu bourlingué, j'ai tourné un petit peu partout, les 4 coins du monde. Et j'ai mis un terme à ma carrière vers 32-33 ans. C'était une carrière modeste, très enrichissante parce que j'ai beaucoup voyagé. Au-delà de l'aspect footballistique, ça m'a énormément enrichi humainement. Et je crois que c'est la plus belle des choses, pour moi, de pouvoir observer le monde
les cultures, différents horizons, quoi, tout simplement. Et ça a fait de moi, en vrai, ce que je suis aujourd'hui, quoi. Merci, parce que du coup, tu dis que c'est ce qui a fait ce que tu es aujourd'hui. De manière générale, que le sport a permis de te construire, même au-delà d'une carrière. Totalement. Qu'est-ce que tu en ressors par rapport au sport? Là, effectivement, tu étais au football, tu as pratiqué le football. Mais qu'est-ce que ça a permis, toi? Qu'est-ce que tu penses que ça t'a enseigné ou t'a permis d'être aujourd'hui? Déjà, de mieux comprendre l'humain. Moi, je suis originaire de Vitry-sur-Seine, banlieue parisienne. Donc, avec les codes d'un jeune banlieusard. Et déjà, les codes d'un jeune banlieusard sont pas les codes d'un Parisien, pour commencer déjà. Alors qu'on est à simplement 1 heure de distance, hein. Et le fait d'avoir voyagé entre le Portugal, l'Écosse, l'Angleterre, la Grèce, l'Indonésie, et j'en passe, bah forcément, ça t'ouvre à d'autres horizons, d'autres façons de penser, d'autres modes de penser, tout simplement. Que ce soit à travers les principes de vie, la religion, etc. Et comme je te l'ai dit plus tôt, c'est un enrichissement qui n'a pas d'égal, parce que c'est ce qui m'a construit, comme je te l'ai dit, au-delà de ma carrière, et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une analyse totalement différente sur la gestion de mes joueurs, et que je travaille avec des joueurs venant de tout horizon, de toute nationalité. C'est-à-dire que moi, dans mon agence, j'ai des joueurs maghrébins, des joueurs africains, j'ai des joueurs des pays de l'Est, ouais, vraiment. Et j'ai vraiment un petit peu de tout, quoi. J'ai des Brésiliens, bien évidemment des Français, et ça me permet aujourd'hui de mieux gérer cet accompagnement, justement parce que j'ai également eu une expérience à l'étranger qui me permet de mieux gérer tout ça, quoi. Tu le dis depuis tout à l'heure, c'est accompagnement, agent de joueur, même si ça a l'air très contractuel en fait quand on lit la définition. Bien sûr. Toi, tu parles d'accompagnement, tu parles d'humain. T'es quand même parti à 19 ans de chez toi, il me semble que tu parlais pas portugais en plus à l'époque. Comment tu l'as vécu en fait ce transfert? Je parle toujours. Non, mais je te rassure, je parle toujours pas portugais. J'avais appris quelques mots, mais entre-temps, j'ai tout oublié. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'était une très belle expérience. Et le Portugal, c'est un très beau pays, des très bonnes personnes également. Moi, cette expérience, je te cache pas que ça a été très difficile. Parce que c'est la première expérience. Et comme je te l'ai dit plus tôt, moi, à part la banlieue d'où je venais, je connaissais pas grand-chose. Donc, je passe de Vitry à Porto. Et ça a été difficile, cet éloignement. Je te parle de ça à une époque où c'était pas vraiment encore à la mode de voyager. Aujourd'hui, tous les jeunes, ils voyagent. C'est démocratisé. Aujourd'hui, c'est bien, c'est beaucoup plus facile. Moi, je te dis ça, on était en 2001. Donc, quand j'arrive à Porto, dans le club, on est peut-être 2 ou 3 Français. 2 ou 3 Français, mais il y a des joueurs déjà confirmés de l'effectif, comme pour les plus anciens, ceux qui connaissent, Da Costa, Coutinho, Victor Baya. Il y avait qui d'autre encore, il y avait des joueurs qui parlaient un petit peu français, mais c'était très très compliqué déjà, la barrière de la langue, parce que le portugais c'est une langue qui est assez forte. Et comme je te l'ai dit aussi, à 19 ans, faut vite t'imprégner de la culture, t'intégrer, et tu n'as pas droit à l'erreur, parce que y a personne qui te fera de cadeau. Donc du coup, ça a été une expérience très difficile, mais en même temps très enrichissante, qui m'a énormément servi pour la suite de ma carrière. Qui t'a fait grandir aussi, puisque tu avais la famille, tu avais les potes, en fait, à Vitry, en Île-de-France, et à Porto. Tu étais tout seul? Tu étais accompagné? Tu avais quelqu'un de ta famille ou... J'étais tout seul. Ils m'ont mis dans un appartement. Et c'est vrai que chaque soir, j'étais au téléphone avec ma famille pour justement essayer de combler ce vide, quoi. Mais ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup plus de facilité pour les jeunes joueurs qui vont à l'étranger.
Les choses sont mises à disposition justement pour que ces joueurs puissent se sentir à l'aise tout de suite. Moi, à mon époque, c'était déjà un peu plus compliqué. Mais c'était pas mal. Je dis souvent que, et j'ai eu un échange avec des amis, donc moi je suis issue du monde du basket, de la sphère basket. Le basket permet de se connecter quel que soit le pays où tu es. Tu es arrivé à Porto avec des joueurs de multiculture, de multi-pays. Finalement, c'est le jeu qui a été pris. Comment ça s'est fait en fait? Comment tu te connectes avec des gens justement qui parlent pas la même langue que toi, mais ils jouent le même sport que toi? C'est toute la magie du football en vrai. C'est que le football fédère, et le sport le plus populaire, on le sait tous. Il y avait beaucoup de Brésiliens, il y avait des Espagnols, on était très peu de Français. Et justement, la magie du football fait que tout coordonne en fait. Tout coordonne, on est là pour le même objectif et ça c'est fort, ça, faut le souligner, tu vois. On a tendance à pointer du doigt le côté un petit peu négatif du football, mais ça c'est une chose franchement fantastique et plus le temps passe et on s'en aperçoit encore aujourd'hui. Le seul sport qui réussit à fédérer toutes les cultures, les religions, etc. encore aujourd'hui, c'est le football, quoi. Et ça, c'est beau, faut le préserver, quoi. C'est pour ça que je dis souvent, laissez la politique en dehors du football, s'il vous plaît. L'humain. Encore, la connexion, l'humain, le réseau, la synergie, et sans même, en fait, des fois, savoir parler la langue, on parle la même langue, en fait, sur le terrain. On parlait du foot, et moi, je le vois aussi au basket, donc non, merci pour le partage. Tu as eu une carrière de 10 ans, à peu près, si je ne me trompe pas, donc de 19 ans jusqu'à 32. 32, c'est ça, 32, 33, plus ou moins, c'est ça. Tu as arrêté ta carrière. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait par la suite? Moi, j'ai arrêté ma carrière, c'était aussi... comme je dis souvent, c'est pas évident de passer 10 ans à l'étranger. Donc, chanter, c'était le moment. Je commençais à avoir de multiples blessures, notamment au niveau des adducteurs. Et puis, il faut savoir dire stop quand le corps ne répond plus présent, tout simplement. Voilà, certains joueurs poursuivent leur carrière jusqu'à 40 ans, et d'autres à 32, 33. C'est propre à chacun. Après, faut connaître son corps. Et c'est vrai que ça peut faire peur de dire stop après 10 ans. Tu sais, quand tu as l'habitude de te réveiller tous les matins pour aller aux entraînements, faire ta petite sieste habituelle, avoir ton train-train, et que soudainement tout doit s'arrêter, il faut dire les termes, ça fait peur. Ça fait peur et ça peut aller au-delà de la peur. Tu vois, faut dire les termes aussi, hein. Certains finissent en dépression. Et ça, c'est une réalité, parce que, encore une fois, on n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé à l'après-carrière. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir comme transition mon association avant de passer agent. C'est ce qui m'a permis de garder cet équilibre. C'est l'association Talent Sport Avenir, si je ne me trompe pas. Exactement. Quel était l'objectif, en fait, de cette association quand tu l'as créée? Comme tu l'as compris, je suis beaucoup axé sur l'humain. Pour moi, c'est important. Donc, je voulais garder cette connotation à travers l'humain, tout en restant connecté au football. Donc, l'association, si tu veux, ça réunissait ces deux principes que je m'étais fixés, c'est-à-dire l'humain et le football. Donc, cette association avait pour but de relancer les joueurs des centres de formation non conservés. Parce qu'il faut savoir qu'en centre de formation dans le milieu du football, les jeunes, notamment avant leurs 18 ans, il y a énormément de joueurs qui ne sont pas conservés après avoir passé plusieurs années en centre de formation. Et bien souvent, malheureusement, encore une fois, ces jeunes ne sont pas préparés à l'échec. C'est très important, ça. Donc, si tu veux, je récupérais des jeunes en compote, moi, qui venaient avec leurs parents, et voilà, quoi. On les remettait dans le droit chemin, entraînement tous les jours, etc. Des mises en relation pour leur dire qu'il y avait une vie après le centre de formation, et que le parcours n'était pas forcément linéaire, centre de formation, club pro. D'ailleurs, il y a plein de joueurs qui sont passés, qui ont eu des très très belles carrières, sans être sortis professionnels dans leur club de centre de formation, tout simplement, tu vois. Donc, tu leur apportais une structure
pour qu'ils, justement, ils continuent à être aussi dans le rythme au cas où s'ils rejoignent un club ou un centre de formation. Et t'accompagner aussi les... Parce que là, on parle des jeunes. Je crois que tu as accompagné à peu près 500 jeunes, si je ne me trompe pas. C'est pas rien. Qu'est-ce qui a changé entre l'époque où tu avais ton association et maintenant? Dans les 6-7 ans d'accompagnement, il y a peut-être 500 gamins qui ont dû passer par l'association, la moitié qu'on a réussi à replacer, à relancer. Le travail, il est immense parce que avant tout, il est psychologique le travail, parce que tu te doutes bien qu'un jeune est très très fragile quand il n'est pas conservé du centre de formation, retour à la maison, 4-5 ans de sacrifice, voilà quoi, néant, et du coup faut le relancer, et avant que les jambes fonctionnent, faut que déjà remettre la tête à l'endroit. Et les jeunes, ils comprennent pas, ils ont pas l'expérience, ils comprennent pas tout de suite quoi. Donc ça passe par beaucoup d'échanges avec les jeunes, avec les parents. Donc, comme je te l'ai dit, il y avait un entraînement par jour, des matchs amicaux, des stages à l'étranger, en Italie, en Espagne, etc. Et via mon carnet d'adresses, mes réseaux, des joueurs qu'on a réussi à replacer. Après, forcément, on peut pas faire de miracle, hein. On peut pas replacer tout le monde, mais en tout cas, il y a eu un taux assez élevé quand même, et du très très bon travail qui a été fait avec très peu de moyens, parce que ça reste une association quand même à but lucratif. Les subventions, c'est galère pour en avoir. Tu dois monter des projets, etc. C'était une expérience de ma vie, encore une fois, comme je le dis, c'était la transition parfaite juste avant de passer en société, agence, et ce que je fais aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que tu retiens de cette période justement associative? Je retiens que les jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés dans les centres de formation. C'est la chose qui m'a le plus marqué. En termes de psychologie, comme je dis, tu vois, leur apprendre que vous pouvez aussi échouer et rebondir dans autre chose, quoi. Que vous ne serez pas tous des footballeurs professionnels. C'est peut-être dur à l'entendre, mais il faut le dire, parce que faut pas leur vendre du rêve. Il faut leur dire à ces jeunes. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il faudrait plus de psychologues, mettre des cellules de psychologues pour justement accompagner ces jeunes, pour qu'ils puissent se réinsérer en cas d'échec, tout simplement, quoi. Psychologue ou coach mental? Les deux, parce que les deux sont importants. Coach mental aussi, et puis psychologue, parce que on a tous caractère, sensibilité différents, donc certains vont se retrouver avec un psychologue et d'autres avec un coach mental, mais pourquoi pas les deux? C'est compatible. Ouais, c'est pas incompatible. Bien sûr, totalement. Je travaille aussi avec des associations, et une notamment, All Parisian Basketball, donc là on parle de la sphère basket. On dit souvent que 99% des joueurs qui passent chez nous, c'est des jeunes, ils sont pas forcément pros, ils vont pas devenir pros. Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait à côté? Et ils vont pas tous devenir des Wemby, parce qu'il y a le projet Wemby, comme il peut y avoir des projets Mbappé. C'est comment on peut les accompagner en fait dans ce sens-là. C'est peut-être des projets associatifs, des projets entrepreneuriaux. Ça peut être effectivement comment poursuivre ses études. Donc on les accompagne sur cette partie-là. Et donc après 10 ans de carrière joueur pro, 5-6 ans en associatif, et t'es devenu agent de joueurs. Par rapport à ce que tu m'as dit dans l'accompagnement que tu as fait avec l'association, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais aujourd'hui, finalement, c'est un cheminement naturel. Exactement. Et c'était une bonne transition, en fait, Qu'est-ce qui a fait que t'es passé agent? Mais très bonne question. Après, ça faisait pas partie du plan. Moi, j'étais voué complètement dans mon projet d'association, et j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais comme tu le sais, quand tu as une association, tu génères pas beaucoup d'argent. Et il faut bien vivre également. Et la deuxième chose aussi, pour être sincère, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs qui me sollicitaient comme un agent, alors que j'avais pas le statut d'agent. Et je voulais pas avoir ce conflit d'intérêts. Moi, j'étais pas un agent, donc finalement, je faisais des mises en relation avec des agents, et ça se passait pas toujours bien. Et du coup, quand tu prends la responsabilité de présenter un agent à un joueur et que ça se passe pas bien, tu sais comment ça se passe, hein.
Après, on revient vers toi, oui, l'agent que tu m'as présenté, etc. Donc, j'ai arrêté par la suite de faire des... Alors que ça faisait partie du projet, hein. Bon, du moins, j'ai pas arrêté, mais je prévenais en amont, en prévenant que j'étais pas responsable en cas d'échec. Voilà. Parce que tu peux pas arrêter de faire une relation. Et je me rappelle, une fois, il y a le père d'un joueur qui est venu me voir. Un joueur qui joue à Monaco, d'ailleurs. Et il m'a dit, écoute, Amadou, je voudrais que ce soit toi qui accompagne mon fils. Et c'est vrai que ça a été un déclic à partir de là. Et à partir de là, je me suis dit, écoute, je vais voir ce que ça donne. Ça m'a fait plaisir, cette considération. En plus, un joueur qui joue en centre de formation à Monaco. C'était la génération... il y a qui est sorti de cette génération? Il s'appelle Jason Madou. Il y en a un ou deux qui ont terminé pro. Lui, par la suite, il s'est orienté dans autre chose. Mais si tu veux, ça a été vraiment le déclic. Et donc, du coup, à partir de là, je me suis prêté au jeu et ainsi de suite. Entre les pairs, les joueurs qui venaient me voir en me demandant Amadou, je veux que c'est toi qui soit mon représentant. Et au bout d'un moment, il faut structurer tout ça, quoi. Donc, de là, j'ai créé ma société. J'ai commencé à m'entourer d'un avocat, comptable, etc. Mais encore une fois, hein, là, tu pars du bas de l'échelle. Donc, du coup, ce qui t'attend derrière, c'est beaucoup de travail pour essayer d'arriver au sommet. Tu disais justement, tu as fait en sorte de te professionnaliser. C'est ça, exactement. Comment tu peux m'en parler un petit peu, s'il te plaît? D'accord, c'est ça. Donc, il y a des dates prédéfinies de la FIFA. La FIFA, si tu veux, c'est l'organisation mondiale. Et chaque pays passe des examens. Et tu passes comme un examen classique, quoi. T'as une série de questions, réponses, et tu dois avoir un nombre de bonnes réponses pour valider ton examen. Donc il y a beaucoup de droits, juridiques, etc. Ça va assez varié. Et une fois que tu as la validation tu es qualifié comme agent intermédiaire FIFA. Ok. Tu dois le préparer, ça? T'as justement, comment ça se passe en termes de préparation? Comme un examen classique, c'est-à-dire que tu fais tes révisions, etc. Tu tous les bouquins, tu révises tout, quoi. Et qu'est-ce que ça fait, justement? Et être prêt au jour J pour répondre et valider ton diplôme, quoi. Donc, d'une certaine façon, t'es retourné à l'école. Carrément. T'es redevenu un étudiant, ça n'a pas été trop difficile? C'est carrément ça. Après, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tu peux le passer aussi à distance. T'es plus obligé de te présenter sur place, ça a évolué maintenant. Voilà. Et puis, avant d'être agent intermédiaire FIFA, j'étais, on va dire, entre guillemets, conseiller sportif, tu vois, conseiller sportif. Okay. Et après, agent intermédiaire FIFA, c'est officiellement, là, tu as le titre officiel. Et tu peux représenter, du coup, les joueurs. Exactement, contractuellement, etc., etc. Donc, tu accompagnes des joueurs pros aujourd'hui. Donc, tu en as une cinquantaine et tu en as une trentaine sous contrat. C'est bien ça? Exactement, ça sera plus ou moins une cinquantaine, un peu plus de 30 sous contrat. Les autres, c'est avec des mandats parce qu'il y a différents types de contrats de collaboration. D'accord. Il y a des contrats de représentation, justement. Il y a des mandats exclusifs, non exclusifs, des autorisations. C'est pour ça que je te dis une cinquantaine de joueurs sous contrat en joignant les deux, c'est-à-dire mandat plus contrat de représentation. Et officiellement, sous contrat de représentation, j'en ai un peu plus de 30, quoi. D'accord. On parle de joueurs, mais à la base, ce sont des jeunes joueurs avec des rêves. Comment tu les accompagnes humainement aujourd'hui? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, contrairement à l'association, c'est pas le même accompagnement. Avec l'association, c'était des jeunes qui sortaient des centres de formation. Et tu accompagnes pas de la même façon un jeune qui sort des centres de formation et un joueur professionnel confirmé. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, à ce jour, tous les joueurs que j'accompagne ont un statut professionnel. Et c'est des joueurs professionnels qui ont des très bons salaires, qui ont des vies de famille, etc. Donc l'accompagnement, il est beaucoup plus mature, quoi. Et là, forcément, c'est plus agréable. Mais je pense que mon expérience au sein de l'association, le fait d'avoir travaillé avec beaucoup de jeunes, ça m'a formé comme pas possible. Aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est ce que je dis aux jeunes agents quand ils me consultent pour me poser 2-3 questions, le cheminement. Je leur dis tout simplement,
Le meilleur des apprentissages, c'est de travailler avec les jeunes. Mmh. Parce qu'avec les jeunes, tu vas tout connaître. Tu Tu devras gérer le jeune, ses émotions, ses caprices, les parents parfois qui sont plus capricieux que les jeunes, les tontons, etc., etc. Et c'est super formateur, c'est bien ça. Je reviens en arrière, mais tu disais jeunes, ils avaient quel âge les jeunes que tu as accompagnés sur la période d'association? Entre 17, 16, 17, et après ça pouvait aller jusqu'à 20 ans. Ouais, jusqu'à 20 ans. Ouais, parfois il y avait des joueurs professionnels aussi, mais assez jeunes, on prenait pas au-dessus de 23 ans. On avait un noyau de jeunes joueurs relativement, quoi. Tu dis accompagnement, mais là maintenant c'est de la collaboration finalement. Aujourd'hui, avec les joueurs. Aujourd'hui, je suis vraiment dans. Bon, ça reste de l'accompagnement, mais voilà, tu peux aussi employer le terme collaboration, mais c'est totalement différent, ouais, effectivement. D'accord. Et on est quand même, enfin, le football aujourd'hui, c'est quand même, on entend des montants quand même énormes. Donc, tu dois gérer l'humain dans un monde de gros chiffres. Ça, en gros, c'est ça. Comment tu fais pour garder la lucidité, justement, parce que y a des contrats importants, il y a la vie d'un joueur peut-être jeune. Comment tu fais, justement, pour être lucide et rester lucide, en fait, avec tout ça? C'est pas évident. Je m'adapte en fonction de mon client, quand j'ai mon client en fonction du joueur, parce qu'on a tous un rapport différent à l'argent. Donc, je m'adapte beaucoup au joueur et son entourage. Et en fonction du profil, j'ai un positionnement, quoi. Je te donne un simple exemple. Quand tu as un joueur issu d'un milieu précaire, on va dire, les termes, et que les besoins de la famille passent par lui, là, tu comprends tout de suite que lui, il n'est pas là pour plaisanter, et puis l'argent, ça représente énormément pour lui. Tu vois, et quitte à sacrifier sa carrière, entre guillemets, en allant dans certaines destinations pour prendre plus d'argent, il hésitera pas une seule seconde. Là où d'autres joueurs diront, je préfère prendre un petit peu moins, mais aller dans ce pays plutôt qu'aller là-bas. Parce qu'il n'est pas forcément dans le même besoin, il n'y a pas forcément la même pression familiale, etc. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment du cas par cas, moi, quand je gère mes joueurs. Mais encore une fois, aujourd'hui, le football, ça génère beaucoup d'argent. Tout le monde veut devenir millionnaire parce que après ce qu'on voit à la télé, c'est des chiffres réels, mais c'est pas les chiffres de tout le monde, quoi. Ouais, tu fais bien de le dire. Faut pas vendre du rêve. En préparant l'émission, tu me parlais du projet, beaucoup veulent faire du projet Mbappé, et au basket, de projet Wemby. Ils sont jeunes, ils viennent d'arriver, mais en fait, ça a toujours été le cas, en fait, depuis plusieurs années. Dans notre échange, et c'est ce que j'avais perçu, c'est être au centre, l'humain est au centre, tes valeurs, l'éthique. C'est comme ça que tu essayes d'accompagner ou collaborer avec les joueurs aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que tu attendais, toi, par exemple, quand tu étais joueur ? Tu sais, moi, j'ai vu mes parents charbonner, tu vois, déjà très tôt, tu vois. J'avais mes premiers souvenirs, j'avais 5-6 ans. Je voyais les parents aller travailler toute la journée, rentrer le soir, c'était fracassé, et ils touchaient pas grand-chose, quoi. Tu vois, à l'époque du franc, aujourd'hui, si tu dois convertir, c'est le SMIC, quoi. Et on mangeait bien à notre faim, mais les vacances étaient limitées. J'avais une paire de baskets, tu vois, je tournais je sais pas combien de temps avec. Mais j'étais pas malheureux, mais c'était une situation assez difficile, quoi. Donc, moi, j'ai grandi avec ces valeurs, quoi. Tu vois, de travail, la droiture, faire les choses correctement. Et je pense que quand t'arrives à tenir le cap, finalement, tu te sens bien dans ce que tu fais. Mais tu peux pas avoir de coups bas, et voilà. Dans ton livre, dans les coulisses du foot pro, tu veux montrer justement une autre face du football. C'est quoi pour toi le message clé que tu veux faire passer et à qui tu t'adresses avec ce livre? Alors, ce livre, il est destiné pas seulement aux acteurs du monde du football, mais il est destiné en vrai un petit peu à tout le monde, quoi.
Parce que ce que je décris plutôt dans ce livre, beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver. C'est-à-dire, déjà, pour parler du football, comme ça peut être le cas pour le basket, c'est l'après-carrière. L'après-carrière, malheureusement, on n'y est pas préparé. Voilà, je parle de dépression après les carrières, les divorces, cachés, parce que il y a cette gêne, les mauvais investissements pour des personnes qui ont généré beaucoup d'argent pendant leur carrière et dont on a du mal à comprendre qu'ils se retrouvent avec des déficits énormes après avoir gagné des sommes juste tu vois, qui sont pas irréelles, quoi. Donc je parle un petit peu de tout ça dans le bouquin. Je parle aussi du parcours d'entrepreneur, etc. De savoir faire preuve de résilience. Si tu veux, ce bouquin aussi, c'est si à travers, comme je dis souvent, si à travers ce bouquin, je réussis à motiver, à donner de la force, de l'énergie, ne serait-ce qu'une seule personne, pour moi, je serais super content déjà que ce bouquin ait vu le jour. Tu as parlé de résilience, tu en parles dans ton bouquin. On a passé rapidement en fait ta carrière de joueur pro. À quel moment ta résilience a été importante? Parce qu'à un moment, tu as dit, tu avais des blessures, etc. Donc, c'est pas simple en fait de revenir de blessure, de revenir tout court, mentalement, au-delà du physique. Comment toi tu le vois par rapport à ta carrière? Bah, c'est pas simple. Tu sais, même pendant ma carrière, je me suis retrouvé dans des pays où il y avait des retards de salaire de 4 à 6 mois. C'est aussi un autre point que j'évoque dans le livre, qui est aussi une réalité. Tu pars à l'étranger pour vivre de ta passion, vivre ton rêve. Mais quand tu te retrouves dans une équipe avec un contrat de 2-3 ans et qu'au bout de 6 mois, tu as déjà 3 mois de salaire de retard, comment tu fais pour vivre si ta famille n'a pas les moyens de t'aider? Ça, c'est un autre point qu'il faut évoquer, parce qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui payent les salaires en fonction des résultats, ce qui n'est pas normal. Alors oui, tu me diras, il y a les lois FIFA, etc., les procédures. Mais c'est très compliqué, parce qu'aujourd'hui déjà, pour entamer une procédure, il faut avoir les moyens d'avoir un avocat. Les avocats, ils font pas de bénévolat, tu le sais mieux que moi. Et tout ce qui est procédure, faut attendre 1 an, 2 ans, etc. Et tu fais une procédure contre une institution, contre une société, parce qu'un club, c'est une société. Et forcément, c'est pas évident. Comment tu fais, du coup, dans ces cas-là, quand tu as justement cet impératif de vie, de salaire, mais tu dois donner le meilleur de toi-même, en fait, sur le terrain? Bah là, justement, c'est ton caractère et ton entourage qui fera la différence. Si tu as un entourage fort, solide, qui réussit justement à te maintenir concentré, parce que si tu maintiens pas cette force mentale, bah finalement, tu auras tout perdu, quoi. Tu auras tout perdu. Donc, faire preuve de patience, de résilience, et avoir un bon agent qui puisse t'accompagner justement dans tout ce qui est juridique, etc. Mais surtout, essayer de faire abstraction à ça et de rester performant sur le terrain. Parce que ça, c'est la base de tout, en fait. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. On a parlé du coup de ta carrière professionnelle, ta période en fait associative. Maintenant, agent, mais tu es surtout entrepreneur. Parce que agent, tu l'as dit tout à l'heure, tu as créé une SAS. Enfin, tu as créé une société. Tu as créé une SAS. Tu t'es entouré. Comment, en fait, quelles sont l'expérience passée, en quoi elle t'a servi, donc le sport notamment, en quoi ça t'a servi en tant qu'entrepreneur? Bah, ça m'a servi à tout. Ça m'a servi à tout parce que je pense que il faut emmagasiner pas mal d'expérience avant de monter sa société et d'avoir les épaules pour la gérer. C'est mon point de vue, hein. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime rappeler que j'ai eu cette période d'association qui m'a servi de transition parfaite. Parce que gérer une société aujourd'hui, tu t'imagines bien que c'est pas évident. Moi, aujourd'hui, j'ai un assistant. Je travaille avec un avocat que j'appelle en cas de besoin, pas toujours.
et j'ai une comptable, quoi. Ensuite, c'est moi qui gère 50 joueurs. Donc, tu t'imagines bien la difficulté. Mais aujourd'hui, ce qui me permet justement de pouvoir gérer, c'est mon expérience et tout ce que j'ai accumulé par le passé. Tu t'es construit un écosystème, donc tu travailles avec un avocat que tu as choisi et en qui tu peux avoir confiance. Totalement. Une comptable, un assistant. Il y a une autre, d'autres personnes. C'est des gens qui sont, si on parle concrètement, c'est des gens qui sont dans ta société ou qui sont externes à ta société, qui sont prestataires. Mon assistant, il est de la société, c'est mon assistant officiel. D'accord. Et la comptable et l'avocat, c'est des collaborateurs externes, quoi. Ok. Avec qui je travaille depuis pas mal d'années, avec qui j'ai déjà fait des deals, qui sécurisent en cas de transfert, voilà, juridiquement sur des gros contrats, quand c'est nécessaire. Après, bon, ma comptable elle gère tout ce qui est paperasse, quoi, comme tu t'imagines. Ouais. Comment tu les as choisis? Parce que faut savoir s'entourer, tu l'as dit déjà en tant que joueur. Là, en tant qu'agent, tu dois encore plus t'entourer parce que derrière, il y a des contrats importants, il y a des vies derrière aussi. Bien sûr. Comment t'as su t'entourer? Tu les as sélectionnés? Comment ça se passe? Non, mais c'est une très bonne question, parce que t'as demandé une très bonne question, parce que là, de dire ça comme ça facilement, un avocat, un comptable, etc., mais faut tomber sur le bon avocat avec qui tu vas bien connecter. Bon, aujourd'hui, moi, l'avocat, voilà, il y a une très bonne relation, un bon rapport. On s'appelle de temps en temps, la comptable, pareil. Et mais avant de tomber sur eux, j'ai eu des déceptions. T'en as eu d'autres. Exactement. Et comme je le dis souvent, quand tu trouves le bon, ne cherche pas à changer, parce que c'est pas évident de trouver la bonne personne avec qui l'alchimie passera bien, avec qui la connexion, etc. Donc aujourd'hui, je suis content d'être avec eux, ça se passe super bien, et je compte pas les lâcher. Ouais. Ceci est un message, apparemment. Mais l'avocat, c'est son métier. La partie comptable, c'est son métier aussi. Et tu as parlé aussi d'assistant. À un moment, il a fallu, du coup, tu délègues. Est-ce que tu as eu tout de suite un assistant? Non. Tu peux m'expliquer à quel moment tu as eu le déclenchement pour « Ok, il faut que je délègue ». Parce que à un moment, ça devenait too much. Et avec la vie de famille aussi, parce qu'il faut maintenir un équilibre. Et j'y tiens, cet équilibre, parce que pour moi, il est fondamental. Pour pouvoir être performant, j'ai besoin de cet équilibre. Et du coup, j'ai reçu un assistant, enfin un jeune agent d'une 30aine d'années. Donc, il n'était pas encore au point, mais c'est ce que d'ailleurs je voulais pas une personne au point. Mais il avait déjà de très bonnes bases, et j'ai continué à le former. Et aujourd'hui, je suis pleinement satisfait de son travail, parce que justement, j'ai participé à sa formation, et on est en contact toute la journée, donc ce qui me permet justement de pouvoir décharger pas mal sur pas mal de dossiers. Et c'est très bien comme ça, quoi. Il y a un bon équilibre. Tu as dit, tu voulais pas qu'il soit au point. Tu peux développer, s'il te plaît? Recruter un agent qui est au point, il viendra avec ses méthodes de travail, avec sa vision des choses, qui sera peut-être bonne ou pas, mais ce que je voulais, moi, à tout prix, c'est qu'elle soit compatible avec la mienne et qu'on a la même vision. Et la meilleure chose pour ça, c'est que je forme un jeune, justement, avec ma vision et mon expérience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être sincère avec toi, parfois il prend des décisions sans même me consulter, parce qu'il sait déjà mon mode de raisonnement. Tu as choisi l'humain, le savoir-être, avant le savoir-faire d'une certaine façon, avant son expérience, parce que déjà, tu voyais que ça matchait avec la façon dont il voyait les choses et avec la tienne, et qu'il acceptait aussi que tu le formes à ta façon de travailler, à ta méthode. Donc là, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? 4 ans. Donc, tu as pu déléguer, donc tu as choisi quelqu'un à qui déléguer. Tu as eu du mal au début à déléguer? Non, j'ai pas eu du mal, mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup... au détail, quoi. C'est pas évident, parce que tu dois toujours reprendre, etc. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a cette faculté à apprendre et à mémoriser. Donc c'est très important, quoi, pour éviter de me répéter systématiquement. Donc non, aujourd'hui je suis satisfait de lui, il travaille très bien, il est à l'écoute, il a une bonne posture professionnelle, et puis on a la même vision, quoi. Non, t'as su t'entourer.
Bravo pour ça. C'est pas forcément simple. Effectivement, on peut tomber sur des gens qui, sur le papier, peuvent être parfaits, mais finalement, dans la réalité, c'est pas le cas. Et bravo que tu aies passé le cap. Bon, ça doit faire un moment maintenant, mais passer le cap de déléguer, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Au bout d'un moment, tu n'as pas le choix. Quand la structure a commencé à prendre du poids, du volume, comme on dit, tu peux pas être fourré au moulin, quoi. C'est pas possible. Donc, si tu veux tu veux avoir de la qualité dans ton travail, tu es obligé de t'entourer de bonnes personnes qui te correspondent, quoi. Ouais, effectivement. Dans la préparation, en fait, de notre échange, tu as souvent utilisé le terme prendre les escaliers. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement? Aujourd'hui, les jeunes, comme je le dis souvent, moi, je fais partie des... Enfin, je suis pas un ancien, mais bon, je fais partie... Un petit peu maintenant, assume. Je fais partie des personnes qui disent que les jeunes d'aujourd'hui sont très courageux, c'est bien ce qu'ils font, etc. Voilà, moi, je suis plus dans cette voie plutôt que de dire... les jeunes d'aujourd'hui, ils font tout de travers, patati patata. Non, c'est bien ce qu'ils font, ils entreprennent assez tôt, etc. Je le vois avec les gens autour de moi. Et justement, il faut les motiver dans cette voie. La seule chose sur laquelle je pourrais mettre un petit bémol, c'est qu'ils sont un petit peu impatients. Ils veulent tout et tout de suite, malheureusement, et il faut prendre le temps de bien élaborer son projet, de ne pas avoir peur de tomber sur certains détails, de réajuster, et le projet, tu commenceras à en récolter les fruits seulement après 5 ou 6 ans, et encore. Mais ça, ils veulent pas l'entendre. Parce que si tu leur dis 5 ou 6 ans, ils abandonnent tout de suite. Voilà. Mais oui, faut prendre le temps. C'est bien ce qu'ils font les jeunes aujourd'hui. Vraiment, ils font pas mal de projets, il y a pas mal de trucs à disposition aujourd'hui. Moi, à mon époque, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a plein de trucs à faire, quoi. Et, allez-y, foncez, quoi. Si on veut entreprendre, aujourd'hui, il y a des organismes qui accompagnent gratuitement. On peut même avoir des prêts d'honneur si besoin. Ils aident à faire le business Canva. Enfin, tout ce qui est autour. Donc, on peut pas dire que l'information n'est pas là. Mais il faut aller la chercher, il faut travailler. Parce que du coup, travailler, c'est pas de 8h à 17h, surtout quand on est entrepreneur. Je pense que tu travailles aussi le week-end des fois. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure, voilà. 24 heures sur 24. Hein. Donc, ça, c'est lié aussi à ton métier. Il faut le préciser aussi. Bien sûr. Mais c'est pas tout brillant. Il n'y a pas que l'argent, en fait. Et je pense que c'est le chemin qui est plus important pour moi que la cagnotte au bout. La cagnotte, c'est la cerise sur le gâteau derrière. Mais d'accord. Comment tu pilotes tout ça aujourd'hui? Donc, tu es agent, ok, tu représentes en fait les joueurs. Donc, tu as une société. Comment tu gères? Ok, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire plus tôt. C'est très intéressant. Quand tu me dis il n'y a pas que l'argent qui pilote, c'est un point aussi important parce qu'il faut aussi leur rappeler la notion du plaisir dans ce qu'on fait. Pour moi, c'est quand même fondamental. C'est ce qui permet justement de ne pas abandonner en cas d'échec, etc. Et cette notion, il faut la mettre aussi en avant. Voilà, avant même de l'argent, etc. Mais évidemment, moi, c'est pas un sujet tabou pour moi, l'argent, où il y a beaucoup de personnes qui ont du mal. J'ai pas de souci avec ça. Oui, on est là pour faire du chiffre, pour gagner de l'argent, pour bien vivre, etc. Et c'est pas interdit, j'ai envie de dire. Mais le plus important est la notion du plaisir. De prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Voilà. Et je pense que c'est la plus belle chose, quoi. Parce que malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de prendre du plaisir dans son activité professionnelle pour diverses raisons, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes responsabilités. Donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que s'il y a possibilité de prendre du plaisir dans un projet, il faut foncer. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, dès que vous pouvez monter un projet qui vous convient, allez-y, parce que après, parfois, quand les taux se resserrent, il y a un peu moins le choix, parce que finalement, il y a plus de responsabilités, quoi. Tu as parlé de plaisir et aussi savoir pourquoi on se lève le matin. Parce que effectivement, quand on est salarié, on sait qu'il y a un salaire à la fin, mais quand on est entrepreneur,
OK, pourquoi on se lève déjà? C'est déjà, il faut payer nos propres factures, déjà à la Bien base. sûr. Payer peut-être les salaires ou les factures des prestataires avec lesquels on travaille. Et avoir surtout, pour moi, un objectif long terme, avoir une vision. Si on n'a pas cette vision-là, pourquoi on se lève le matin? En gros, c'est Bien ça. sûr, Qu'est-ce bien qu'on sûr. veut mettre en place? Mais merci en tout cas pour ce rappel-là. Non, mais cette vision, elle est super importante quand on est jeune, cette vision à long terme. Moi, aujourd'hui, ma vision, elle est sur du court, moyen terme. Parce que bon, je suis à une étape de ma vie où je me projette plus trop, voilà, sur du long terme. Encore une fois, parce que aujourd'hui, voilà, je suis un peu plus stable. Si tu veux, si je dois te décrire ça, nous, la période des transferts, elle est au mois de janvier et au mois de juillet, août. Okay. Donc moi, les objectifs, je me les fais souvent sur du court moyen terme, quoi. Les objectifs, ils sont sur le prochain mercato. Parce que la société est déjà installée, j'ai déjà le nombre de joueurs. Si tu veux, moi, je me dis, au prochain transfert mercato, il faut que je réalise 2 à 3 opérations, quoi. Si j'en fais qu'une seule, bah, c'est déjà pas mal, quoi. Parce que quand j'ai commencé, ma première opération en amateur, bah, j'ai dû mettre 3 ans pour la faire. Tu comprends? Donc, c'est quand même, c'est ça le cheminement, c'est un beau cheminement quand même. On a parlé tout à l'heure, est-ce qu'on en parlait de prendre les escaliers, mais patience, parce que tu m'as aussi parlé de la patience, et là, typiquement, si t'es pas patient, tu risques de louper, en fait, des contrats ou autres. Donc, mais du coup, tu m'as dit ton plan moyen terme, parce que du coup, d'une certaine façon, c'est comme si tu faisais ton budget. Quel est mon objectif sur l'année qui arrive, ou l'année d'après plutôt? Ok, je sais que tu vois, tu as déjà ta stratégie, entre guillemets. Ben, en gros, il faut que je travaille plus, ou je travaille plus entre cette période et cette période, parce que c'est à ce moment-là que ça se joue. Comment tu t'organises du coup? Parce que je reviens sur ma question de tout à l'heure, mais comment tu t'organises par rapport à ça, déjà? Et comment tu t'organises au quotidien, tout court? Parce qu'il y a ça aussi. Ça, c'est le deuxième point. Il y a des méthodes de travail. Si tu veux, moi, hors période mercato, là, je suis sur de la gestion des joueurs et recrutement, certains profils de joueurs qui correspondent à nos critères, bien évidemment. Et la période de mercato, c'est vraiment la période clé, la période phare où tu es vraiment sur des transferts. C'est pour ça que je préfère le terme accompagnement, parce que ça englobe tout, tu vois, accompagnement sportif. Parce que c'est vraiment deux accompagnements différents, si tu veux, tu vois. Pendant le mercato, les joueurs sont très stressés, parce qu'ils sont en fin de contrat, ou parce qu'ils veulent pas ils seront pas conservés par leur club. Tu as les directeurs sportifs aussi qui nous appellent, qui nous mettent une pression, nous les agents, pour nous demander de trouver une porte de sortie pour les joueurs, etc. Donc, si tu veux, c'est vraiment cette période où il y a énormément de pression, que tu essaies de gérer au mieux. Et sinon, en dehors de la période du mercato, bah, tu mets tout en place pour essayer de maintenir ton joueur au top niveau, performance, voilà, etc. S'il faut mettre un nutritionniste, un préparateur physique à disposition, t'es vraiment dans l'accompagnement pour qu'il soit le plus performant. Donc, si tu veux, en fonction des périodes, je sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait. Si. Non, mais totalement, parce que, t'as répondu à ma question, et même t'as été plus loin. Parce que c'est vrai que, en fonction de l'activité qu'on fait quand on est entrepreneur, on est obligé de faire en fonction de saisonnalité. En fonction de la saison, qu'est-ce que je peux te prendre comme exemple? Désolé si c'est pas pour te... Un vendeur de glace, il va vendre des glaces surtout en été. Donc, il va peut-être préparer tout ce qu'il faut peut-être sur la période de peut-être hiver, printemps, pour être là quand il faut, en fait, en été. Et c'est une stratégie que tu as. Est-ce que cette stratégie, entre guillemets, ou cette mise en place, cette façon de travailler, tu l'avais déjà parce que tu connaissais déjà cette expérience, parce que tu as été justement joueur, ou tu l'as appris en fait sur le tas, tu l'as découvert? Je l'ai appris sur le tas, comme beaucoup de choses. Tu sais, la seule chose dont tu ne peux pas acheter, c'est l'expérience. Tu vois, on dit souvent que l'argent achète tout, ou presque tout. En tout cas, une chose qui est sûre, et là je suis convaincu, c'est que l'expérience ne s'achète pas.
Et je pense que c'est sa plus belle des armes, je crois, l'expérience. Parce que ça s'explique pas, c'est l'expérience, tu vois. Voilà. L'expérience, c'est l'expérience, ton expérience, tu l'as créée au fil des années par les échecs, par tes réussites, partout en vrai. Et ça, c'est fondamental, quoi. Tu peux avoir l'expérience, mais tu peux ne pas en prendre justement en apprendre les apprentissages ou en ressortir les leçons. Bien sûr. Et moi, dans ce que tu me dis, c'est tu l'as fait. Parce que du coup, alors je ne sais pas à quel moment tu as commencé à bien distinguer ces deux phases et à mettre en place des choses, tu vois, dans l'accompagnement des joueurs, etc. Bon, là, je suis sur ça, là, je suis sur ça. Est-ce que tu te remets en question pour justement performer pour tes joueurs? Bah justement, c'est que à chaque fois, tu essaies de t'améliorer sur certains détails. Et tu penses avoir tout vu jusqu'au prochain dossier. Tu dis, mais en fait, je n'étais pas préparé à ça. Et tu ajustes en conséquence, en fait. Tu ajustes en conséquence, en fonction des situations. Et je te le dis, hein, chaque fois, je me dis, mais je suis vraiment surpris sur des situations, sur des dossiers, des choses nouvelles qui viennent à moi, que je dois gérer. Et c'est aussi la beauté de mon travail, c'est que sinon ce serait trop facile. C'est trop facile. C'est trop simple. Ouais, trop simple, exactement. Donc, c'est ça. Et comment parce que là, tu as différentes situations, tu peux avoir des situations compliquées. Comment tu gères quand ça arrive? Alors moi, je dis jamais je ne sais pas faire. Ok. Ouais, ça fait pas partie de mon vocabulaire, mais je dis pas non plus que je sais tout faire. Je fais tout simplement. Tu fais tout simplement. Je fais au mieux. Ok. Voilà, je fais au mieux. Je donne le maximum, je raisonne, stratégie, justement, je fais par rapport à mon vécu, j'analyse et je fais. Alors parfois je peux me louper, parce que à tout âge on se loupe, hein, même après 30 ans d'expérience, on peut toujours se louper, continuer à apprendre, corriger, s'améliorer. C'est le cheminement d'un homme, tout simplement. Mais je fais, voilà, je fais, et toujours avec beaucoup de positivité. Ça, c'est vraiment mon état d'esprit, c'est très important. Voilà, moi, je veux que des ondes positives. Mon mindset, c'est ça, quoi. Voilà, focus devant, ça va bien se passer. Et même quand ça se passe mal, ça se passe bien. C'est très important pour moi. Tu m'as dit quelque chose, là, tu disais, tu fais, tu t'améliores, ça n'a pas marché, tu refais. Là, on parlait d'entrepreneuriat, mais ouais, carrément. Si on revient sur ta carrière professionnelle, c'était déjà le cas. Ouais. À l'entraînement autre qui justement vous permet de répéter quelque chose pour que ce soit le plus naturellement possible. Tu corriges peut-être des choses. Tu revois ton match en fait d'avant pour corriger des choses. Tu étais déjà dans cette démarche-là. Alors, ma carrière, moi, elle est très complexe. Pour être sincère avec toi, parce que j'étais un joueur très talentueux. J'ai pas bénéficié d'un bon accompagnement, justement, d'un représentant sportif. Et quand j'étais plus jeune, j'avais un fort caractère qui n'était pas toujours bien maîtrisé. Ok. Donc, si tu veux, c'était difficile pour un coach de me cerner déjà. Et aujourd'hui, avec le recul, je comprends que c'est pas évident de gérer un groupe de 25 joueurs, etc. Et que le coach ne peut pas forcément... Voilà, c'est pas évident, tu vois. Mais quand t'es jeune, tu le comprends pas forcément. Et moi, j'avais beaucoup de mal avec certaines choses qui me semblaient injustes. Et malheureusement, ça a manifesté c'est trop visible, quoi. Donc, ça m'a coûté 2-3 situations délicates avec des clubs. Mais j'arrivais toujours à rebondir parce que j'avais quand même du talent. Sinon, j'aurais pas fait une carrière de 10 ans. Et puis, mais ça m'a aussi pénalisé parce que justement, j'ai pas eu cet accompagnement et j'ai pas eu, comme je te dis tout à l'heure, cette personne qui aurait pu avoir les mots justes pour justement m'apaiser, me faire part de son expérience, tout ce que j'essaie d'apporter aujourd'hui avec les joueurs que je représente, quoi. Et à travers ton livre. Ouais, c'est ça, à travers mon livre, exactement. D'ailleurs, il y a pas mal d'anecdotes de ma vie, de mon enfance, de ma carrière de footballeur en passant par l'association jusqu'à ce jour avec la société et les joueurs que je représente dans les 4 coins du monde, toi. C'est vraiment un livre assez complet
Je rentre aussi dans les coulisses, comme le dit le titre du livre, les coulisses du monde du foot pro. Et je rentre vraiment dans les détails que monsieur et madame tout le monde peut se poser, quoi. Parce que c'est des questions qui me reviennent souvent, hein. Les parents ils me posent certaines questions, donc je me suis dit, écoute, je vais me livrer dans ce bouquin, je vais expliquer un petit peu l'envers du décor, leur faire répondre à toutes les demandes qu'une personne lambda peut se poser, tout simplement, quoi. Et ça, on le voit à tous les niveaux. Enfin, même, on le voit à tous les niveaux. Exactement. Après, on va pas rentrer dans ce sujet-là. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui ? Aujourd'hui, ma réussite, justement, comme je te le disais plus tôt, c'est que moi, j'ai vu mes parents charbonner. Et si tu veux, de voir où j'en suis aujourd'hui, c'était pas prévu, quoi, tu vois. C'était pas prévu, tu vois. Moi, j'ai pas fait de longues études. Je vais pas me jouer un rôle. Tout ce qui est diplôme, non. Par rapport au contexte familial, qui était très, très mouvementé, où déjà les parents, c'était pas des parents qui ont étudié, en France, donc ils venaient avec leur culture du bled, etc. Donc, déjà, pour le soutien scolaire, c'était déjà un peu biaisé, pour commencer. Deuxièmement, l'environnement dans lequel je me trouvais facilitait pas les choses. Donc, si tu veux, moi, quand je vois où je suis aujourd'hui, c'est déjà une réussite. Voilà, faut savoir apprécier ce qu'on a aussi. Bien évidemment, je veux continuer à évoluer, mais de voir ce que j'ai aujourd'hui, c'est déjà une réussite. Je suis déjà très, très fier de ça, parce qu'il faut aussi apprécier. C'est important. Non, t'as raison. En tout cas, bravo pour ton parcours jusqu'à maintenant. Merci. Et de toute façon, le livre n'est pas une finalité, c'est un moment dans ta vie. Et... Ouais, la finalité, ce sera quand je serai mort. Le legacy. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière ? C'est vrai. Non. Pour ceux qui rêvent du foot pro ou qui veulent devenir agent aujourd'hui, tu leur dirais quoi ? Je leur dirais que ça demande beaucoup de travail, d'être patient. Comme j'ai beau le dire, comme j'ai l'habitude de le dire, de faire les choses étape par étape. Tu ne penses pas que tu vas commencer avec ta première transaction à prendre des grosses sommes. Et parfois, tu prendras rien. Mais tu devras te contenter et avoir la satisfaction d'avoir réalisé un deal, ce qui est déjà très bien. Et que progressivement, à travers ton travail, ton sérieux, ta discipline, mais que ça peut prendre quelques années. Voilà, ça aussi, faut être prêt à l'entendre, parce qu'il y a beaucoup d'ex-collègues qui ont mis la clé sous le tapis parce que justement, ils n'avaient pas cette patience, ou peut-être parce que les stratégies étaient pas bien élaborées, tout simplement. Donc, moi, un jeune agent, je dirais, sois patient, c'est de travailler avec le plus d'honnêteté possible, de dire les choses clairement, de pas vendre du rêve aux joueurs pour pouvoir le récupérer, et de garder ta ligne de conduite, quoi. Et tu dirais quoi à un jeune entrepreneur ? Un jeune entrepreneur, d'être patient, de faire preuve de résilience, tomber 9 fois, se relever 10 fois, et de se servir de ses échecs justement pour s'améliorer, et de pas abandonner, quoi. On retrouve... c'est exactement pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. Parce que là, on a parlé entrepreneur, mais du coup, c'est des choses aussi que tu dirais à un jeune joueur ou aussi à des futurs agents. Carrément. La résilience, la persévérance, la détermination, le travail, la patience. C'est des choses qu'on voit dans la vie tous les jours, mais qui, en plus, avec le sport, quand tu fais le parallèle entre les deux, c'est assez fort. Bien sûr. Et c'est assez... ça se coïncide. Mais ceux qui n'ont pas fait de sport vivent déjà toutes ces expériences-là, et c'est mettre des mots en face de tout ça. Ouais, c'est ça. C'est totalement tout ce que tu viens de décrire. Est-ce que ce livre, finalement, c'est aussi un message à toi-même ? Alors, ce livre, c'est un message à moi-même, et c'est également... C'est aussi un besoin, parce qu'à travers ce livre, j'ai pu me livrer comme jamais. Okay. Comme je suis quelqu'un de très pudique, et j'ai pas l'habitude de m'ouvrir. C'est un livre où je me suis mis, pas à nu, mais presque. Ok. Où j'ai pu dévoiler certaines choses que je n'avais jamais dites.
très intéressante, que j'ai pu rentrer, j'ai pu faire des analyses de détails sur l'univers du monde professionnel, et je pense que c'est très important. Et puis aussi, c'était surtout mon parcours, quoi. Mon parcours, c'est-à-dire du jeune gamin de Vitry, issu d'une famille, avec beaucoup de frères et sœurs, où l'environnement était compliqué, qui n'a pas une grande scolarité, mais que malgré tout a réussi à s'en sortir. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, la persévérance, se battre, et quel que soit d'où tu viens, même si tu es un produit de ton environnement, tu as quand même les cartes entre les mains et qu'il y a toujours possibilité de s'en sortir. Et je pense que c'est surtout ça le message, quoi. Aussi, possibilité de s'en sortir avec du travail, de la patience, bien sûr, étape par étape. Exactement. Comme tu l'as précisé. Ton chemin n'a pas été linéaire. Tu as eu la transition avec l'associatif qui t'a permis encore d'avoir une autre vision des choses. Parce que du coup, tu as ta casquette ancien joueur, casquette associatif, casquette entrepreneur, casquette agent de joueur, qui, toutes ces expériences te permettent d'accompagner au mieux, je pense, tes joueurs. Ce que tu aurais voulu, toi, finalement, peut-être, quand tu étais plus jeune. Donc, et merci de t'être livré aussi sur cet échange. C'est pas simple, toujours, de se livrer. Tu l'as fait, et peut-être que le livre t'a permis de te livrer peut-être un peu plus là, aujourd'hui. Il y a des choses que tu m'aurais peut-être pas dit, en fait, avant d'avoir écrit ton livre. Non, mais totalement. Après, écrire un livre, ça faisait pas partie du plan, comme je l'ai dit. Mais ça a été un plaisir, un exercice vraiment magnifique, dont je suis très très fier, et j'espère qu'il plaira aux lecteurs qui pourront s'offrir ce livre, quoi, tout simplement. Ton livre sort le 15 mai, donc les coulisses du monde pro. Et je vais finir avec quelques questions. Tu réfléchis pas trop, tu me réponds. Non, essaye. Vas-y. Un mot pour décrire ton parcours. Persévérance. Ok. Quel est l'outil indispensable dans ton quotidien d'entrepreneur aujourd'hui ? Portable. Je voulais pas le dire, mais c'est une réalité. Portable. C'est une réalité. Il fait tout. Il fait pas que téléphone. Limite, des fois, je téléphone moins que... Portable, aujourd'hui, ça... J'essaie de diminuer, mais bon, c'est un outil de travail aujourd'hui. Ok. Quelle est la meilleure décision que tu as prise récemment ? Refuser une destination où un joueur voulait aller. Ok. D'accord. Quel a été le plus gros défi que tu as surmonté cette année ? Le plus gros défi, c'est que je représente un joueur qui vient d'Afrique. Et ses papiers se terminaient, il restait un mois. Soit je trouvais un club, et le club où il atterrissait, justement, ça lui permettait de renouveler ses papiers, et soit il retournait en Afrique. Et je recevais des coups de fil tous les jours de sa famille. Tu t'imagines la pression ? Ouais. Et ça, c'était vraiment un défi. Finalement, on a pu le transférer. Il a pu signer son contrat, et aujourd'hui, il a pu renouveler ses papiers. Parce que là, on dépasse le cadre du football. Et ça, c'était un défi vraiment énorme que j'ai réussi à... Mais pour te dire, dans ce projet, j'ai même pas pris 1 euro. Mais la satisfaction était tellement grande que je suis très fier de ça, tu vois. C'est pour ça que je te dis, la notion du plaisir aussi est très importante au-delà de l'aspect financier, quoi. Et on revient sur l'humain. T'es encore centré sur l'humain. On revient sur l'humain. Exactement. Une personne qui t'inspire particulièrement. Une personne qui m'inspire... moi, c'est... Il n'y en a pas. Moi, t'as le droit de dire il n'y en a pas. Ouais. Parce qu'on a eu cet échange juste avant où tu me disais, en fait, tu as fait ton chemin. Tu n'avais pas forcément de rôle modèle. Exactement. Tu t'es adapté à la situation et voilà. Non, j'ai pas de modèle proprement dit. Moi, ma carrière, mon parcours de vie, c'est moi et moi, quoi. J'ai pas de mentor, j'ai pas de... Tu vois. Après, voilà... Moi, mon inspiration, c'est ma mère, quoi. Tu vois, elle est venue du bled, ça va à peine parler français. Elle a charbonné toute sa vie pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle y a laissé sa santé, d'ailleurs, opération, ses genoux, épaules, etc. Et aujourd'hui, de voir que tous ces enfants sont responsables dans des sociétés, etc. Pour moi, c'est
C'est elle ma source d'inspiration, moi. Ah mais tu vois, t'en as une. Merci Amadou. En tout cas, ça a été un plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et j'espère que les gens qui nous écouteront apprécieront également, quoi. Merci à toi. En tout cas, merci d'avoir passé du temps et à bientôt sur Focus Sportpreneur.